Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo destinée à la communauté francophone de ARRI. Aujourd'hui, on va aborder le sujet du large format et on va l'aborder dans sa globalité, c'est-à-dire on va surtout s'attarder à qu'est-ce qu'apporte l'esthétique large format, comme on dit, qu'est-ce qu'implique le fait que le capteur soit plus grand d'un point de vue du rendu de l'image, d'un point de vue direction de la photo, d'un point de vue du choix des focales, etc. Donc l'aspect vraiment pratique du format de capteur. On va évidemment s'attarder à ce que ça implique d'un point de vue caméra, donc sur l'Alexa LF et l'Alexa Mini LF, qui sont les deux caméras à large format chez nous. Donc on verra vraiment quels sont les différents modes capteurs qui existent sur ces deux caméras-là. En revanche, on rentrera pas plus dans les détails sur les accessoires caméra, sur toutes les nouveautés, notamment qu'a apporté la Mini LF en termes d'utilisation pratique, parce qu'on fera ça sûrement dans une prochaine vidéo pour vous présenter plus en détail la Mini LF. Et dans un deuxième temps, on verra le côté plutôt optique du large format, c'est-à-dire à travers la nouvelle monture LPL qui existe sur ces deux caméras, et à travers la série optique ARRI Signature Prime qu'on a sortie il y a maintenant plusieurs mois, mais qui est au complet maintenant avec ces 16 focales qui existent. Donc on va voir un peu qu'est-ce qu'apporte la série Signature Prime de nouveau dans l'univers optique. Dans un premier temps, la question qu'on se pose, c'est quelle est vraiment l'influence de la taille d'un capteur sur une image, et quels sont les différents formats de capteurs de ARRI qui existent. C'est un petit peu l'occasion de faire un récapitulatif. Donc justement, si on reprend un peu la gamme, on voit que chez nous, il existe trois formats principaux de capteurs. Il y a d'abord le format le plus classique qu'on retrouve sur plusieurs caméras, et la majorité même, c'est le format Super 35, donc c'est celui, on va le voir après, de la Mira, de la Mini, etc. On a eu historiquement l'Alexa 65 qui est arrivé après et qui cette fois est 3 fois en surface la taille d'un Super 35. Et plus récemment est arrivé le large format que vous voyez sur l'image, qui est donc intermédiaire. Il y avait quelque part un trou dans la gamme entre l'Alexa 65 qui est évidemment très haut de gamme et qui est réservé à des films assez spécifiques, et le Super 35 qu'on utilise le plus souvent. Entre les deux, il manquait une caméra qui puisse vraiment apporter l'esthétique large format, tout en restant de taille assez compacte, comme on peut le voir maintenant avec la Mini LF. Donc on a trois tailles de capteurs que vous voyez à l'écran, avec vraiment le comparatif en termes de surface que ça peut représenter. Les résolutions, vous les voyez là, on reviendra dessus de toute manière, mais ce qu'on peut dire donc, c'est qu'en Super 35, au maximum, vous allez environ 3,4K, en large format, vous atteignez les 4,5K, et l'Alexa 65, qui est toujours à part, est capable d'aller jusqu'à 6,5K. Donc en résolution horizontale, évidemment. Si on reprend la gamme pour faire un petit récapitulatif des différentes tailles de capteurs chez nous, la Mira, c'est le capteur Super 35, le même que ceux qu'on va voir ensuite, et le même que celui qui était sorti à l'époque pour l'Alexa classique, comme on l'appelle maintenant. Donc la Mira, c'est un capteur 35 mm, et elle ne fait que du format 16/9. En revanche, la Mini, c'est donc le même capteur Super 35, mais qui est capable d'exploiter le capteur dans toute sa hauteur pour faire de l'anamorphique. Donc elle va faire à la fois du 16/9, de l'anamorphique, donc toute la hauteur du capteur, mais pas toute la largeur, ou alors l'intégralité du capteur avec le mode Open Gate. Pour l'Alexa SXT, c'est la même chose que la Mini. Elle a des formats d'enregistrement différents de la Mini, mais en soi, c'est le même capteur et la même possibilité d'exploiter le capteur dans sa totalité. Puis on arrive donc aux petites dernières, même si maintenant ça fait plusieurs années, par exemple, que l'Alexa LF est sortie. Mais donc là, on arrive dans le domaine du large format, donc 2 fois la surface d'un capteur Super 35. On va le voir, on est un peu supérieur à ce qu'on appelle le full frame, généralement. Donc là, on a 3 modes capteurs, qui sont le 16/9, le 2,39 sphérique, qui est en opposition à l'anamorphique, c'est-à-dire qu'on va utiliser toute la largeur du capteur pour donner cette impression de scope, mais sans utiliser d'optique anamorphique. Et puis le mode Open Gate, à nouveau, pour utiliser la totalité du capteur. Donc pour la première fois, si on met toujours à part l'Alexa 65, on est capable d'atteindre une résolution UHD native avec ces deux caméras. Et enfin, l'Alexa 65, donc, qui elle émule le 65 mm, mais à l'ère numérique. Donc la 65, ce sera l'Open Gate, l'UHD, l'anamorphique. Et évidemment, elle est capable de faire de la 4K UHD native. Maintenant, on va comparer les différentes tailles de capteurs chez ARRI, mais aussi chez nos confrères fabricants de caméras.
pour se rendre un peu compte vraiment de ce que ça représente sur le marché. Donc l'Alexa 65, toujours à part. Dans le fond de l'image, vous la verrez, elle n'est pas dépassée en termes de taille de capteur dans le domaine numérique. En comparaison, on l'avait vu auparavant, voici ce que représenterait en taille un capteur de Mini ou d'Alexa SXT par exemple. Ça pourrait être celui de la Mira évidemment. Le full frame, c'est-à-dire il y a plusieurs dénominations, mais ce qu'on appelle nous le full frame, ça va être le 24-36 qu'on connaît bien en photo. Donc il se situe ici, et donc ce qu'on voit c'est que le large format, l'Alexa LF, est légèrement supérieur au full frame. Donc ce n'est pas un full frame, c'est ce qu'on appelle le large format chez nous, mais c'est quand même assez proche en termes de taille. En comparaison, la Venice chez Sony est exactement full frame en termes de taille. Côté RED avec la RED Monstro, ou côté Panavision avec les DXL, on est donc en 8K, on a un capteur qui est un peu plus large que la LF, mais qui est moins haut, comme vous pouvez le voir. Toujours chez RED, un capteur 8K, celui de l'Helium, il est 8K, mais il est plus petit que celui d'un capteur de Mini. Et la G-Mini, là, on se rapproche plus d'un capteur Mini ou Alexa classique, avec une résolution de 5K. Et en dernier, on peut voir la F55 chez Sony. Ce qu'on vous montre ici, c'est les tailles de capteurs et la résolution qui est donnée. Et ce qu'on veut dire, c'est que vous voyez donc que l'Alexa LF est le deuxième plus grand capteur en termes de surface dans tout le comparatif que je vous ai montré. Même si la résolution, elle n'est pas de 8K, elle n'est pas de 6K ou même 5, elle est de 4,5K. Et c'est ce qui va nous permettre d'aborder la partie suivante, qui est vraiment le rapport entre la taille du capteur et la résolution du capteur. C'est quelque chose sur lequel on aime insister chez Harry et qui nous paraît important, c'est à ne pas faire de raccourcis et à ne pas confondre les deux. C'est-à-dire si je demande quelle est la taille d'un capteur et qu'on me répond il est 8K, c'est pas exactement une réponse juste puisque la résolution ne donne pas la taille du capteur et c'est pas forcément corrélé, même si évidemment plus il y a de cas, plus on peut imaginer que le capteur est grand, mais c'est pas forcément comme ça que ça se passe. L'autre détail important, c'est est-ce que la résolution est vraiment la chose à laquelle on veut réduire un capteur quand on parle de qualité d'image? Évidemment non, on pense qu'il y a la dynamique qui va avec, il y a énormément de notions de sensibilité et puis de manière dont la lumière va venir frapper le capteur, etc. Il y a toute une somme de paramètres à prendre en compte, et on a tendance malheureusement, parce que il faut bien le dire d'un point de vue marketing, pour si on doit réduire ça, je sais pas, à l'achat d'une télévision par exemple, grand public, on va vite résumer au nombre de cas parce que c'est beaucoup plus facile, et puis quelque part dire qu'on est 16K, ça va forcément être mieux que de dire qu'on est 3K. Mais en réalité, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Vous le savez sans doute, et si vous suivez la chaîne Harry, vous savez sûrement que chez Harry, c'est pas exactement notre philosophie de faire la course à la résolution. La résolution a des avantages, elle apporte évidemment quelque chose à l'image, mais il faut pas que ça soit en contrepartie de quelque chose de dégradé par ailleurs. Donc il faut trouver exactement le juste milieu, puisque qui dit plus de résolution dit des photosites plus petits, pour une même taille de capteur, et donc on va perdre sûrement de la sensibilité, de la dynamique, ça peut se ressentir aussi dans la colorimétrie, etc. Donc on veut vraiment insister sur le fait qu'il ne faut pas confondre les deux, donc ça peut se résumer par le schéma que vous voyez ici, c'est-à-dire, voilà un capteur, c'est totalement arbitraire, un capteur avec une certaine taille de photosite, en comparaison, un capteur plus petit, mais qui a plus de photosites. Donc rappelez, la taille n'est pas la résolution, et ne résumons pas tout le débat à la résolution. Et pour dire aussi qu'on ne va pas vraiment parler, pas beaucoup en tout cas, parler résolution dans le sujet d'aujourd'hui, où vraiment on veut parler de taille de capteur et de l'influence optique qu'a le fait d'avoir un capteur plus grand qu'un autre. Donc le fait d'utiliser le large format essentiellement plutôt que le Super 35. C'est vraiment le sujet de cette vidéo, en tout cas de cette première partie. Voyons maintenant ce qu'implique, comme je vous le disais, l'esthétique du large format. Généralement, quand on pense large format, comme ça vient d'ailleurs pas mal comme on connaît déjà ce format-là en photo notamment, on imagine des portraits comme celui que vous voyez là, c'est-à-dire avec une courte profondeur de champ, avec sûrement une longue focale qui est plus plaisant à voir pour les portraits notamment, il y a un peu moins de compression au niveau des visages, etc. Donc souvent on a cette image de faible profondeur de champ, de détacher le sujet d'un arrière-plan.
On a aussi, bon, là c'est un peu la même idée, on a la notion aussi de bokeh qui apparaît, qui peut créer des images assez belles, mais toujours avec cette idée de flou qui vraiment détache de l'arrière-plan et du fait qu'on voit moins de détails dans l'arrière-plan. On voit avec le large format, comme ici, que les bokeh peuvent prendre une forme d'œil de chat, comme on dit. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille pour rendre l'œil de chat le plus esthétique possible. C'est quelque chose qu'on a travaillé avec les ARRI Signature Prime. Donc les images que vous voyez, évidemment, ont été prises avec du large format ARRI, avec l'Alexa LF en l'occurrence, et avec des ARRI Signature Prime. Donc des bokeh assez flatteurs qu'on peut travailler, évidemment, qu'on peut changer en fonction du diaph, etc. Mais on essaie vraiment de travailler une esthétique du bokeh, on essaie de le rendre à la fois doux, on essaie de faire en sorte que au moment où vous changez le focus, on ait des transitions de bokeh assez intéressantes, etc. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille et qui est très lié au large format. Donc rapidement, on fait le raccourci, large format, faible profondeur de champ, et peut-être un peu cette idée de portrait isolé de l'arrière-plan. Mais évidemment, c'est pas seulement ça, ça serait très réducteur de se dire ça. Donc on va voir pourquoi c'est souvent lié à la focale longue, mais évidemment, on peut quand même utiliser des focales courtes, et au contraire, on se rend compte là, maintenant que les caméras sont sur le marché, que c'est aussi beaucoup dans ce domaine-là que les gens sont agréablement surpris, c'est vraiment dans la focale courte, dans le plan large, et dans le plan même avec une longue profondeur de champ, sur lequel vous avez vraiment l'idée de gagner de l'espace, on va voir pourquoi, tout en ayant toujours une certaine proximité avec le comédien, avec les personnages principaux, etc. Donc c'est ce qu'on voit là dans cette image. Se rappeler aussi que le large format, c'est les paysages, c'est une profondeur de champ longue. Il suffit de se rappeler ce qui a été fait en pellicule, ce qui a été fait si on prend Laurence d'Arabie, évidemment, on a vraiment cette image du large format et de ce que ça apporte sur des paysages. Donc voilà, le large format, c'est une faible profondeur de champ dans beaucoup de cas si c'est ce que vous souhaitez, mais c'est aussi un gros gain, on va le voir dans les plus courtes focales, et d'ailleurs c'est pour ça que les Signature Prime de ARRI sont assez riches en courtes focales. Vous verrez, on a toute une série de focales assez courtes, et ce qui est assez unique dans le domaine du large format. Donc voyons maintenant ce que le large format implique en termes de vraiment pratique et de choix de focale notamment, et essentiellement de cadrage. Donc imaginons que vous avez cette scène que vous voyez à l'écran face à vous. Un premier choix, bien évidemment, même si tout est lié, c'est le choix de la focale, c'est le choix de l'optique qui crée déjà, évidemment, une première grosse restriction sur ce que vous allez capter. Donc, fonction de la focale que vous allez utiliser, vous allez capter plus ou moins de ce que vous voyez devant vous. Et donc, c'est un premier choix qui rentre en compte, bien évidemment. Ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que les optiques couvrent plus ou moins. La couverture optique n'est pas les mêmes, et on s'en rend compte maintenant avec le large format, c'est que toutes les optiques ne couvrent pas forcément, bien entendu, le large format. Donc c'est une première restriction, une première question à se poser, est-ce que mon optique va être capable de couvrir? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi, le fait que deux optiques n'aient pas forcément la même couverture? Donc là, on voit, en fonction de la focale que vous utilisez, vous serez plus ou moins serré dans le plan. Et puis, imaginons une première optique 35 mm A, et en comparaison une optique B, elle aussi 35 mm, mais qui n'a pas la même couverture optique. Ce que ça veut dire, c'est que dans tous les cas, ce sont deux optiques 35 mm, donc elles vont voir le monde de la même manière. En termes d'agrandissement, en termes de compression, et en termes voilà, de manière de voir le monde, en termes de profondeur de champ évidemment, ça va être la même chose, mais il y a une optique qui va voir plus de choses que l'autre, parce qu'elle a une couverture plus grande, mais en soi, vous superposez l'une par rapport à l'autre. Alors après, il y a les conceptions d'optique qui sont pas les mêmes, vous avez parfois des déformations plus importantes, évidemment, sur certaines optiques que d'autres, mais à la base, d'un point de vue physique, un 35 mm, c'est un 35 mm, et ça ne changera jamais. C'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Quand on parle d'équivalence focale, il faudra voir de quoi on parle, et en réalité, on parle surtout de cadre, et on parle de champ de vision, mais on ne change pas la manière dont l'optique va percevoir le monde, encore une fois, sur sa profondeur de champ, sur ses compressions, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Deux optiques 35 restent des optiques 35, même si elles ne couvrent pas forcément la même surface. Et ce qui se passe au niveau du capteur, et donc l'influence de la taille du capteur, c'est la même chose que ce qu'on vient de voir en termes de couverture optique, c'est-à-dire que si on prend par exemple un capteur d'Alexa LF qui arbitrairement ferait cette taille-là, eh bien en comparaison, un capteur d'Alexa Mini, le Super 35, va ne voir que ça par rapport à ce que lui donne l'optique. Donc
c'est aussi simple que ça, s'il faut imaginer que c'est une fenêtre sur ce que vous montre votre optique, et que, du coup, tout le changement vient du fait qu'il y en a une qui va voir plus de choses que l'autre, mais encore une fois, la partie commune, la partie au centre de l'image qui est commune aux deux capteurs, c'est exactement la même et elle n'est pas modifiée. Donc la profondeur de champ, en soi, n'est pas modifiée. On va voir les nuances derrière, mais en soi, la profondeur de champ n'est pas modifiée par le capteur que vous allez mettre derrière. Simplement, il y a un capteur qui en voit plus que d'autres. Et donc, à partir de là, on imagine déjà tout ce que ça implique en termes de cadrage et en termes d'esthétique ou encore une fois, oui, de cadre que vous aviez. Si vous avez vos repères par rapport au 35 mm en termes de cadre, vos repères seront modifiés en passant au large format puisque le cadre est plus large, tout simplement. Donc, en comparaison des deux images, on voit qu'on n'a pas capté la même chose, il y a un personnage à droite qui a disparu, la caméra en bas qui a disparu, etc. Donc si j'ai une Alexa LF, à position de caméra égale, je ne vais pas capter la scène de la même manière, je ne vais pas capter la même chose. Et là on voit bien donc que le capteur de Mini est plus petit que de LF, mais ensuite on n'a plus cette notion de taille de capteur une fois qu'on regarde l'image sur une télévision ou sur un écran de cinéma. Donc par exemple, si on choisit la ratio 16/9 comme ici, une fois qu'on remet ces deux images côte à côte sur une même taille d'écran ou une même taille de télé, on n'a plus l'idée qu'un capteur était plus petit qu'un autre, mais on a l'idée qu'on n'a pas capté la même chose. Mais là où j'insiste sur la taille du capteur, c'est que ça veut dire que quelque part on a plus agrandi l'image d'une Mini pour qu'elle atteigne cette taille d'écran de cinéma, que celui de la LF qui est plus grand et qui a eu besoin de moins d'agrandissement, et on va voir que ça peut quand même jouer sur l'esthétique aussi, le fait qu'il faille plus agrandir, entre guillemets, l'image, comme vous le voyez là. On comprend donc que le large format peut influencer la mise en scène et le choix de focale de plusieurs manières, c'est-à-dire soit grâce au large format, vous allez obtenir un cadre plus grand qui va vous satisfaire, et quelque part vous allez gagner un peu d'air peut-être sur les côtés si jamais vous étiez assez proche d'un personnage et que vous allez aimer le fait de gagner plus d'air sur le côté, ou bien vous voudrez retrouver le cadre que vous aviez en tête avec un Super 35, et dans ces cas-là, vous allez peut-être vous rapprocher par exemple de votre sujet, donc ça va changer un peu les perspectives, ça va changer la manière de concevoir la scène selon la distance que vous avez par rapport au personnage. Ou bien vous allez choisir une focale plus longue pour retrouver le cadre que vous aviez en tête. Et c'est souvent ça dont on parle, notamment sur le crop factor qu'on va voir là et sur l'équivalence de focale, c'est quelle est la focale qu'il faut que j'utilise pour retrouver mes repères et pour retrouver le cadre Super 35 dont j'ai l'habitude. Et donc on voit que comme on capte plus avec du large format, on va utiliser une focale plus longue pour retrouver un cadre plus serré que celui qu'on avait en 35, et donc c'est là où intervient la notion d'une focale plus longue et donc d'une profondeur de champ plus courte. Voilà, donc c'est dans ce sens-là qu'il faut voir le raisonnement. Je vais utiliser une focale plus longue, donc j'aurai une profondeur de champ plus courte, mais encore une fois, c'est pas directement le capteur qui en lui-même va changer votre profondeur de champ ou qui va vous amener cette esthétique large format comme on dit. Voilà, donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête sur qu'est-ce qu'implique un capteur, et encore une fois, se rappeler, ce n'est pas la résolution directement qui va aussi changer, ce n'est pas le 16K, le 8K, etc. qui va changer l'idée de profondeur de champ ou autre. Donc j'ai parlé du crop factor, on va le couvrir ici rapidement pour voir comment le calculer si vous avez ce besoin-là de vraiment retrouver précisément quelle serait la focale que vous pourriez utiliser. Donc généralement on dit qu'entre une mini, enfin un format Super 35 et un format LF, on a un crop factor d'environ 1,40, mais ça c'est une moyenne, puisque ça dépend vraiment de la largeur de capteur que vous allez utiliser. Vous comparez vraiment une largeur de capteur du LF comparé à une largeur de capteur du Super 35, mais vous n'utilisez pas toujours la même largeur de capteur selon le mode d'enregistrement dans lequel vous êtes. On sait qu'avec une mini classique, on peut enregistrer en 2,8K, en 3,2K ou en 3,4K. Mathématiquement, vous êtes en train d'utiliser plus de capteurs pour avoir plus de résolution, c'est ça que ça veut dire. Donc voilà, vous allez pas exactement comparer la même chose. En revanche, chez Arri, comme on a toutes nos caméras ont les mêmes tailles de photosites, après ce qui change c'est la taille du capteur et la résolution, le nombre de photosites qu'il y a, mais chaque photosite, comme il fait la même taille d'une caméra à une autre,
pour calculer ce crop factor, vous pouvez vous concentrer sur le nombre de photosites et non pas sur la taille du capteur, parce qu'on ne sait pas forcément, même si on va voir qu'il y a un endroit où trouver la valeur, mais on ne sait pas nécessairement quelle taille de capteur on utilise en millimètres. En revanche, on peut savoir la résolution assez simplement, selon qu'on est dans le mode 4,5K, 2,8, etc. Donc si on prend une mini LF en comparaison d'une mini Super 35, généralement ce qu'on fait, c'est une règle de 3, donc ça marcherait dans les deux sens, mais ce qu'on fait, c'est qu'on va diviser la largeur du grand capteur par la largeur du petit capteur. Donc comme je vous ai dit, on n'est pas obligé de prendre la taille, on peut prendre les photosites. Donc si en mini LF, vous allez utiliser le mode 4448, qu'on va voir après, alors que en mini, vous êtes dans le mode 3,2K, donc 3200 photosites, vous divisez 4448 par 3200 et vous trouvez 1,39. Ça veut dire que si vous mettez une focale 75 sur une mini LF, si vous vouliez retrouver le même cadrage avec une mini, il faudrait diviser 75 par le crop factor et il faudrait utiliser 1,50. Ou bien vous faites dans l'autre sens et vous multipliez par 1,39 pour voir qu'est-ce qu'il faut que j'utilise sur ma mini LF pour retrouver le format, le cadrage que je connais avec un capteur de Super 35. Voilà pour le crop factor. Vous pouvez vous en servir évidemment pour comparer aussi un constructeur à un autre. Si vous avez une habitude sur une RAID et que vous passez à une LF, vous pouvez le calculer, mais dans ce cas-là, il faut plus calculer les tailles de photosites puisque c'est plus les mêmes, mais vraiment la taille de capteur. Voilà un tableau, vous pourrez faire pause sur la vidéo si vous voulez le voir, c'est simplement un tableau qui me dit, en mini, si je mets un 18, qu'est-ce qu'il faudrait que je mette pour avoir une équivalence sur une autre caméra, etc. Donc c'est un tableau de comparatif, mais toujours se rappeler que la mini, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle de la mini en 3,2K ou en 2,8? Parce que c'est pas la même chose, même si à la fin c'est à la marge. En réalité, là je fais pour les puristes qui voudraient avoir le crop factor exact, mais en réalité ça se joue sur pas grand chose, d'autant plus que les focales qu'on a sous la main tombent pas généralement sur exactement la valeur qu'il faudrait pour avoir une équivalence. Donc en réalité voilà, c'est vraiment une manière de montrer comment ça fonctionne, mais c'est pas aussi précisément sûrement que vous allez utiliser le crop factor. Donc pour information, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Nous avons sur le site de ARRI le ARRI Format and Data Rate Calculator. Au départ c'est prévu pour vous dire fonction de tel mode d'enregistrement et de telle carte mémoire que je mets dans ma caméra, combien de temps je peux enregistrer. Ça vous donne des valeurs vraiment de data principalement, mais avec cet outil en ligne sur notre site, vous voyez aussi en bas à droite, vous voyez qu'on vous dit fonction du mode d'enregistrement que vous prenez. Par exemple là on a pris l'Alexa Mini en 16/9 3,2K, et ça vous donne quelle est la surface en termes de photosites utilisée, enfin quel est le nombre de photosites. Donc vous êtes dans une résolution de 3200 par 1800, et ça vous dit aussi la surface de capteur que vous utilisez. Donc là, par exemple, 26,4 par 14,85 mm, c'est la taille de capteur que vous utilisez quand vous êtes dans ce mode d'enregistrement. Voilà. Donc d'un point de vue un peu plus pratique, on regarde aussi, c'est juste pour illustrer ce que je vous ai dit, mais que vous avez certainement compris déjà, c'est si je prends un 58 mm sur une mini en haut ou un 58 mm sur le large format en bas, voilà les deux images que vous obtenez. Évidemment, vous avez l'impression d'être cadré beaucoup plus serré avec une mini qu'avec le large format, où là vous gagnez beaucoup plus d'air à nouveau, essentiellement en haut, en bas ou sur les côtés, un peu dans toutes les directions. Mais il faut voir que l'image de mini qu'on a superposée à l'image de LF en dessous, c'est la même. Alors c'est pas les mêmes optiques, les conditions de test n'ont pas été optimales, mais globalement ce que ces images-là disent, c'est vraiment, vous pouvez superposer les deux. La mini n'est qu'un crop finalement de la LF. Si ce n'est que, petite précision quand même, comme je vous le disais, il a fallu agrandir plus la mini ensuite pour pouvoir comparer ces images dans un même format. Là, les deux images prennent la même taille sur l'écran, et du coup, comme il a fallu plus agrandir l'image de la mini, finalement, contre-intuitivement, on a l'impression que le flou de la mini, il est plus grand, parce qu'en fait, on l'a plus étiré pour lui donner la même taille au final. Donc, quelque part, les bokeh sur celui de la mini en haut peuvent paraître plus importants que les bokeh en bas, ce qui est contre-intuitif, parce qu'en général, on se dit j'ai une plus faible profondeur de champ sur le large format. Mais en fait, non, parce que dans les deux cas, on a utilisé un 58, et dans les deux cas, ce sont exactement les mêmes bokeh, mais certains, ceux d'en haut, ont été plus agrandis. En revanche, si vous voulez réobtenir le même cadrage, donc vous avez un cadre en LF comme vous voyez là, vous voulez obtenir exactement le même cadrage avec une mini,
Imaginons qu'en LF vous étiez avec une focale 125, il faudrait utiliser un 80 avec une mini Super 35 en mode 2,8K pour retrouver le même cadre. Et dans ce cas-là, bien évidemment, cette fois, la profondeur de champ du 125 en bas ou du 80 en haut n'est pas la même et on obtient beaucoup plus de flou avec le format LF. Voyons maintenant ce qu'on appelle chez nous le système ARRI large format qui couvre les caméras, donc mini LF et LF, la monture LPL qu'on va voir ensuite, et les optiques signature prime. Ça couvre ces trois sujets chez nous, c'est pour ça qu'on parle d'un système ARRI large format. Donc c'est ce que vous voyez à l'image, et il y a aussi, on le verra, l'adaptateur que vous voyez en bas. Donc c'est quelque part c'est tous ces éléments-là qui constituent chez nous le large format. Comment faire un comparatif entre l'Alexa LF qui est sorti dans un premier temps et la Mini LF, si ce n'est qu'évidemment on peut imaginer que la Mini LF est sortie dans un deuxième temps parce qu'elle a profité de toute la technologie de la LF, mais pour la mettre grâce aux avancées techniques dans un plus petit corps. Mais néanmoins, il faut surtout pas réduire l'Alexa LF a une caméra grand format, enfin en grande taille, qui pour certains peut paraître trop grande. Si le corps de la caméra LF est aussi grand, c'est parce qu'elle apporte des choses en plus que la mini LF n'est pas capable de faire, c'est ce qu'on va voir. Donc il y a toujours un intérêt à utiliser l'Alexa LF, la grande, et d'ailleurs on s'en rend compte aussi sur le terrain, c'est-à-dire que les deux sont souvent couplés. Là où on aurait pu penser, comme on voit tellement de mini classiques sur le marché, on aurait pu penser que la mini LF allait totalement supplanter la LF, mais non, les deux travaillent de pair toujours, notamment et essentiellement par les vitesses, parce que l'Alexa LF peut, dans certains modes capteurs, on va le voir, aller jusqu'à 150 images secondes, là où la mini, dans d'autres modes capteurs, va plutôt être à 60. Donc ça, c'est ce qu'on va voir précisément. D'autres avantages quand même, et aussi à utiliser la grande Alexa LF. Donc elle a le Wi-Fi incorporé, donc les antennes que vous voyez là sont... Enfin, le Wi-Fi, excusez-moi, je voulais dire la vidéo. Donc vous pouvez envoyer un signal vidéo HF directement, puisque le signal est intégré à la caméra. Vous avez 3 sorties SDI indépendantes, ce qui aussi peut être assez pratique, c'est-à-dire si d'un côté vous voulez visionner sur un écran le LOC, sur un autre écran le look, sur un autre écran, toutes les données pour les assistants, etc. Vous pouvez vraiment différencier vos sorties, ce qu'on ne peut pas faire de manière aussi riche avec une plus petite, enfin avec l'Alexa Mini LF. Voilà, donc c'est principalement ça. Il y a aussi le panneau de contrôle beaucoup plus facilement accessible et paramétrable aussi pour les assistants, c'est assez pratique. Donc si ce n'est son poids et son encombrement, elle a pas mal d'intérêt aussi, et si c'est pour quelque part finir sur un trépied, il faut bien voir aussi les qualités qu'a cette caméra, vraiment d'un point de vue pratique sur le terrain. Les modes capteurs, ils sont les mêmes. Alors il y aura sûrement d'autres modes capteurs, puisque nos caméras sont évolutives, donc avec des firmware prochains, on peut imaginer que des nouveaux modes capteurs vont faire leur apparition. Mais pour l'instant, il y a essentiellement 3 modes capteurs qui sont communs à ces deux caméras, la grande et la mini LF. Donc d'abord, le capteur en lui-même, la résolution maximale quand vous êtes en open gate, elle est celle que vous voyez ici à l'écran, avec la taille. Donc on est, comme je vous le disais, légèrement supérieur au 24-36. On est 36,7 par 25-54. Les 3 formats d'enregistrement, vous les voyez, il y a l'open gate, c'est-à-dire l'utilisation du capteur dans sa totalité. Vous avez le mode 16/9, qu'on pourrait appeler, enfin qui s'appelle aussi 16/9 UHD, parce qu'il vous permet d'être très exactement UHD dans ce mode-là, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'upscale ou de downscale, vous utilisez exactement la surface de capteur qu'il vous faut pour obtenir un fichier natif UHD. Donc UHD pour la télévision, c'est 3840 par 2160. Donc si on vous demande de rendre un programme UHD 4K, parce qu'en général on dit 4K pour simplifier le terme, on est capable de le faire avec ce mode-là. Vous n'aurez pas trop de data, vous ne gardez les datas que nécessaire, puisque l'OpenGate peut être beaucoup plus gourmand, vous ne gardez que ce qu'il vous faut pour rendre un programme UHD. Voilà, donc ces caméras-là sont évidemment capables nativement de produire des programmes en UHD. Et le dernier mode capteur, c'est donc celui que je présentais en introduction, un peu comme le scope sphérique et non plus anamorphique, c'est-à-dire d'utiliser la totalité de la largeur du capteur, donc de vraiment bénéficier à plein du large format.
tout en à nouveau économisant des data, puisqu'on va pas enregistrer en haut et en bas de l'image, donc ça soulage pas mal le poids des fichiers, et ça permet aussi d'aller à une vitesse d'enregistrement plus importante. C'est dans ce mode-là, on va le voir, qu'on peut aller jusqu'à 150 images secondes ou 60, parce que le balayage du capteur au moment de l'enregistrement est beaucoup plus rapide du fait qu'on n'enregistre pas tout le capteur dans toute sa hauteur. Maintenant, on va voir en termes donc de codec et de framerate ce que ça représente. On va comparer la mini LF et la LF. Donc la LF, vous le voyez tout à droite, vous pouvez aller à 150 images secondes dans le mode 2.39. Autrement, vous allez à 90 en RAW dans le mode soit 4,5K, soit 16 neuvième. Et en ProRes, parce que le ProRes en fait demande une puissance de calcul, on va paradoxalement aller moins vite. Donc sachez-le, vous voyez qu'on va jusqu'à 60 images secondes dans la plupart des cas sur le mode ProRes. Et c'est un peu différent avec l'arrivée de la mini LF. Donc ce qu'on voit avec la mini LF, c'est que si vous enregistrez la totalité du capteur, donc l'open gate, que ce soit en ProRes ou en RAW, vous serez limité à 40 images secondes. Si vous utilisez le 16 neuvième UHD ou le 2.39, là vous irez à 60 images secondes. Et le dernier mode d'enregistrement, c'est si vous faites ce qu'on appelle un downscale, c'est-à-dire vous utilisez toujours la même surface de capteur, la même résolution de départ, mais vous finissez dans une résolution d'enregistrement à 2K ou en HD, donc là il faut être en ProRes pour pouvoir changer cette résolution. Dans ce cas-là, vous pouvez aller jusqu'à 90 images secondes. Donc vous pouvez rendre un programme 90 images secondes dans ces deux modes d'enregistrement-là. Donc comme je vous le disais, on ne s'attarde pas plus sur les spécificités de chaque caméra, on parle vraiment du large format et des différentes manières d'utiliser les capteurs de nos caméras. On reviendra plus en détail sur l'Alexa Mini LF, sur ses accessoires et toutes les nouveautés qu'elle a apportées. Mais si on continue donc dans l'idée du système large format, on doit parler, avant de parler des optiques Signature Prime, de la nouvelle monture qu'on appelle LPL chez nous. Donc pourquoi avoir créé une monture LPL ? Eh bien, tout simplement parce qu'on a jugé que le PL ne rendait pas justice, n'optimisait pas le large format. C'est-à-dire, évidemment, il existe des optiques PL qui couvrent le large format, il y a des grands capteurs qui sont en monture PL, mais ce n'est pas optimisé. À l'époque où la monture PL a été créée, elle n'a pas été créée pour un capteur d'aussi grande taille, c'était très bien pour le Super 35, mais ça atteint ses limites pour le large format. Et c'est des limites qui sont quand même assez visibles, c'est-à-dire qu'on va avoir un vignettage plus important sur une monture PL classique, et surtout la manière dont la lumière va rentrer dans le tunnel de la monture, quelque part, va être beaucoup plus oblique, elle ne va pas rentrer ce qu'on appelle de manière télécentrique, donc on va pas éclairer le capteur de manière uniforme, donc on aura un peu de vignettage, on aura des aberrations chromatiques, parce que la manière dont la lumière va frapper les photosites, et puis les lentilles des différents photosites, si elle est oblique, elle va pas se faire de la même manière, donc vous aurez des aberrations chromatiques. Et il y a toute une somme de raisons qui fait que cette monture PL était quelque part trop étriquée pour être utilisée sur du large format, donc on a fait le choix de changer de monture, ce qui n'est pas rien, mais là où ça reste un choix qui n'est pas complètement risqué, c'est que de toute manière, vous pouvez revenir au PL simplement à l'aide d'un adaptateur, donc l'adaptateur que vous voyez ici. Donc ce simple adaptateur, en le remettant sur la monture PL, vous pouvez revenir, la monture LPL, pardon, vous pouvez revenir à du PL et vous pouvez donc utiliser toutes les optiques PL que vous souhaitez, à condition évidemment qu'elles couvrent le large format, mais ça c'est une problématique qui n'est pas liée à nos caméras, mais au large format en règle générale. Donc voilà, donc de toute manière, il n'y a pas le risque de s'enfermer dans une nouvelle monture qui fermerait des portes, puisque de toute manière, on peut revenir au PL, quoi qu'il arrive, avec cet adaptateur, qui n'est qu'un adaptateur mécanique quelque part, donc il ne va pas changer vous n'allez pas perdre des diaphes, etc. avec cet adaptateur. Voilà, donc c'est important de le préciser. Donc la monture LPL, c'est vraiment pour optimiser le passage de la lumière, pour vraiment éclairer le capteur PL. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir, mais d'autres fabricants optiques peuvent voir un intérêt à utiliser des optiques avec la monture LPL pour vraiment améliorer les choses. Donc vous l'aviez vu, il y a l'adaptateur. On peut aussi retirer la monture LPL pour mettre d'autres montures, donc des montures tierces par exemple, celles de Panavision. Donc c'est vraiment
entièrement modulable. Vous pourriez revenir à du PL classique, le PL de votre Mini, étant donné que la Mini LF et la Mini ont le même châssis. Vous pourriez mettre une monture PL de Mini, simplement ça n'a pas d'avantage, puisque je vous l'ai dit, le PL est assez réduit. Et vous avez même un avantage à utiliser une monture LPL couplée avec l'adaptateur PL. Vous êtes même gagnant par rapport à une monture PL classique, parce qu'ici, même avec cet adaptateur, vous restez plus ouvert que vous ne l'étiez avec une monture PL classique. Donc vous n'avez vraiment pas de raison de revenir au PL. Mais vous pouvez aussi mettre une monture EF, par exemple, sur votre Mini LF. Toujours est-il qu'à nouveau, la monture EF telle qu'elle existe, elle a été faite pour plutôt le Super 35 et elle n'est pas optimisée. Donc dans quelques temps, nous sortirons une nouvelle monture EF pour vraiment optimiser les optiques EF avec du large format chez nous. Donc, si on résume tout ça dans un tableau, je vous liste pas tout évidemment, mais c'est une manière de vous dire que vraiment toutes les compatibilités sont possibles. Donc soit vous utilisez en haut l'adaptateur LPL, enfin la monture LPL classique, pardon, soit vous retirez cette monture pour en mettre une autre, une monture tierce, notamment pour Hawk ou pour les Panavision, ou bien vous mettez l'adaptateur PL pour être compatible avec toutes les optiques PL classiques. À l'inverse, vous l'avez compris, les ARRI optiques Signature Prime ont été faites pour le LPL, puisque c'est vraiment un système large format qu'on a créé. Donc si vous souhaitez mettre vos optiques ARRI Signature Prime qui sont en LPL sur une caméra qui en temps normal est PL, cette fois il n'y a pas d'adaptateur qui change, on ne peut pas mettre un adaptateur pour mettre une optique LPL, parce que c'est pas dans ce sens-là que ça marche, c'est dans un sens mais pas dans l'autre. Donc dans ce cas-là, il faut changer la monture, mais il y a des montures sur les caméras tierces, pour Venice, pour Monstro, etc. Il y a des montures LPL qui existent, donc vous pouvez très bien coupler des Signature Prime avec des caméras tierces autres que ARRI. En termes de couverture optique, un aparté, donc j'en ai parlé en introduction de ce que ça impliquait, mais comme c'est une problématique assez pratique que vous pouvez vous poser, sachez qu'on a un outil aussi en ligne qui s'appelle le Frameline and Lens Illumination Tool. Donc sur notre site internet, je vous mettrai le lien en bas de cette vidéo, où vous pouvez vérifier si votre optique va couvrir ou non le large format. Donc vous allez choisir la caméra que vous utilisez, le mode capteur, etc. Et vous allez mettre en face une optique, et vous verrez si la couverture est faite ou non. Il faut voir que c'est une photo qui est prise ici, donc c'est vraiment 100% juste, vous ne pouvez pas vous tromper. Si ça vous montre que ça couvre, etc. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'outils qui sont très utiles, hein, qu'on trouve sur Internet, ou même des applications sur le téléphone, qui font ce calcul de couverture optique, et généralement c'est un calcul virtuel, c'est basé sur les données de constructeurs, de taille de format, de couverture d'optique et de taille de capteur, et ça reste virtuel, donc vous n'avez pas la certitude à 100% qu'en pratique ça va bien fonctionner, même si évidemment c'est très utile encore une fois. Et c'est ce qui explique aussi que pour l'instant il n'y a pas toutes les optiques possibles dans notre outil à nous, puisque ça demande à chaque fois de vraiment faire le protocole de test et d'essai pour vérifier que la couverture optique est bien celle qui vous est montrée en photographie sur cet outil. Un aparté aussi, toujours en termes de couverture optique, ou plutôt en termes de couverture de capteur, pour que vous vous rendiez un petit peu compte des tailles. Le capteur Super 35, qu'on appelle 6/5e, c'est-à-dire en fait le format anamorphique de la Mini, quand vous utilisez la Mini en anamorphique, c'est-à-dire vous utilisez toute la hauteur de capteur, mais pas toute la largeur, vous voyez, ça se situe très exactement dans le cadre du LF 16/9e. Donc c'est pour que vous rendiez compte un peu de ce que ça représente. Et de la même manière, le mode 3,2K 16/9e d'une Mini, il se situe exactement dans le cadre du 2,39 de la Mini LF, donc ça vous donne un peu une idée pour ce qui est de la couverture optique aussi, que vous pouvez utiliser. Donc il y a toute une série d'optiques PL qui couvrent très bien le large format. Bon, ça reste pas la norme, mais il y en a un certain nombre. Par contre, il y en a beaucoup plus qui couvrent le 16/9e, le 16/9e UHD. Donc si l'OpenGate n'est pas couvert par énormément d'optiques, le 16/9e UHD, lui, est déjà couvert par plus d'optiques. Donc si, encore une fois, vous utilisez le large format
pas directement, pas exclusivement pour l'aspect esthétique, mais parce que vous avez besoin d'une résolution UHD, parce qu'on vous demande de rendre un programme en UHD, ben vous pouvez le faire en utilisant le 16/9. Vous avez déjà plus d'optiques qui permettent de couvrir ce format. Un aparté maintenant sur l'anamorphique, et notamment pour Netflix qui demande de rendre, vous savez, un cahier des charges très précis du HD. Si vous utilisez l'anamorphique, vous n'allez pas utiliser 4K de résolution en largeur. Vous allez en utiliser moins. Donc vous pourriez vous dire, bah, je ne vais pas être Netflix compatible parce que je n'ai pas mes 4K qui sont demandés. En réalité, si ça a été validé par Netflix, ce qu'on vous conseille, c'est d'utiliser une surface que vous voyez là, une surface carrée de 2880 par 2880. Donc ce carré en désanamorphosé, si vous aviez une optique x2, vous serez en 2:1 et non pas en 2:39. Et déjà, c'est aussi plutôt privilégié par Netflix, le 2:1 plutôt que le 2:39. Sûrement parce que sur un téléphone, le 2:1 remplit plus l'écran du téléphone. Donc à la fois, on nous demande beaucoup de résolution, mais d'un autre côté, on va penser un peu pour des écrans un peu plus petits. Donc ce format-là, il est validé par Netflix parce que la multiplication la résolution finale reste suffisamment grande et est équivalente à celle d'un 4K. Parce qu'on utilise moins de largeur, mais on utilise plus de hauteur, donc au final, la résolution va être validée. Voilà, donc sachez-le, l'anamorphique est possible aussi dans le format LF. Et on a déjà pas mal plus d'optiques qui couvrent ce carré de 1880 par 2880, en tout cas beaucoup plus que celle qui couvre l'OpenGate dans sa totalité. Voyons maintenant pour terminer les optiques large format, donc que Arri a sorti au moment de sortir l'Alexa LF, qui sont donc les optiques Arri Signature Prime. On a 16 focales aujourd'hui disponibles, on a maintenant sorti toute la gamme qu'on avait annoncée au départ, c'est venu au fur et à mesure des mois après l'annonce de ces optiques, maintenant toutes les focales sont disponibles. Il y en a donc 16 en tout, ce qui est très important, et il n'y a pas d'équivalent de série optique aussi fournie en termes de quantité de focales sur du large format. Et ça veut dire que ça va du 12 mm jusqu'au 280 mm, donc c'est vraiment très large. Et comme je vous le disais, on va le voir, on a mis pas mal l'accent aussi sur les courtes focales. Donc c'est toujours difficile de parler d'optique, le mieux c'est de se rendre compte par soi-même du rendu à travers des images, et d'ailleurs il y a de plus en plus de films et de séries qui se tournent avec ces optiques, elles ont un succès assez important. Donc pour ce qui est du rendu, il vaut mieux voir des images, encore une fois, même si nous on a essayé de résumer la chose par un slogan qui va être Modern Lenses and Timeless Look. Donc c'est une manière de dire que ce sont des optiques qui sont à la fois techniquement irréprochables. Si vous les projetez avec une mire, vous verrez qu'il y a très très peu de déformation, il y a pas de déformation, d'aberration chromatique. Même dans les courtes focales, encore une fois, pas de déformation, donc elles sont vraiment assez irréprochables techniquement parce qu'elles bénéficient de tout un savoir-faire et elles sont assez récentes, contrairement à d'autres optiques qui peuvent être sorties il y a quelques années. Et en même temps, elles n'ont pas le look qu'on pourrait imaginer de quelque chose de moderne. Elles ne donnent pas cette idée peut-être un peu clinique ou un peu trop piquée, etc. Elles sont assez douces avec des peaux très naturelles, des bokeh assez doux encore une fois, mais bon, doux ça veut tout et rien dire. Donc, faut vraiment se rendre compte des choses. Mais là où on dit timeless look, c'est qu'elles ont un côté assez intemporel quand même, qui fait que ça plaît autant, je pense. Donc je vous l'ai dit, les focales, c'est du 12 au 150 mm, on est ouvert à 1.8. Et pour les deux dernières focales les plus longues, le 200, il est ouvert à 2.5 et le 280 est ouvert à 2.8. On a donc un design télécentrique, ça c'est ce que je vous disais, c'est que du fait qu'elles sont LPL, donc le LPL ça bénéficie au fait d'éclairer le capteur, je vous l'ai dit, le mieux possible, mais ça bénéficie aussi aux optiques. Tout est lié, mais grâce au fait que ces optiques sont en LPL, premièrement elles sont plus légères parce qu'il y a besoin de moins de verreries à l'intérieur pour diriger la lumière vers le tunnel PL, on va dire, donc on gagne beaucoup en légèreté sur ces optiques-là, et puis on a un design, encore une fois, télécentrique, donc la manière dont la lumière va rentrer dans l'optique est beaucoup plus droite, donc ce qui va avoir vraiment un avantage au niveau du rendu. Donc en plus du fait qu'elles sont plus légères à l'intérieur, elles sont plus légères aussi au niveau de la coque, donc c'est un magnésium que vous voyez, et qui fait que l'optique au global fait gagner pas mal de poids, mais ça on va le voir juste après.
Donc, ici, on revient sur l'idée d'équivalence focale dont je vous parlais. Donc ça vous permet aussi de voir toutes les focales qui existent pour les optiques Harry Signature Prime, donc du 12 au 280, et donc encore une fois, vous voyez sur les courtes focales qu'on est assez riche, puisqu'il y a 1,12, 1,15, 18, 21, 25, 29, pour parler de celles qui sont en dessous du 35 mm. Donc on est vraiment riche là-dessus, et c'est encore une manière d'insister sur le fait que le large format a beaucoup d'intérêt en termes de courtes focales. Vous allez utiliser certainement une focale moins courte que vous auriez utilisé sur un Super 35, donc vous aurez moins de déformation grâce au large format, mais en plus de ça, la focale courte avec les signatures prime a très peu de déformation, comme je vous le disais, en comparaison avec d'autres optiques, donc c'est vraiment, vous êtes gagnant de manière assez visible. Et pour conclure sur le sujet des Harry Signature Prime, je voulais vous parler d'une spécificité assez unique pour ces optiques, en tout cas quelque chose que n'ont pas les autres, qui est que pour chaque optique, à l'arrière, vous avez ce qu'on appelle un porte-filtre arrière, qui est une bague magnétique, comme vous pouvez voir, donc elle est aimantée, et elle vous permet de pouvoir un peu personnaliser votre optique. Voilà, c'est-à-dire qu'à la fois on parle d'optique moderne et d'un aspect pratique qui est assez irréprochable, mais on peut vouloir justement dégrader l'image et puis la personnaliser ou la rendre à son goût et faire des effets optiques comme on pouvait le faire à une époque, ce qu'on appelle le bas Dior, etc., qu'on pouvait tendre à l'arrière de l'optique. Ça, c'est une manière de vous faciliter les choses et de rendre la personnalisation plus pratique. Donc vous pouvez imaginer créer un certain nombre de filtres arrière, soit donc avec le bas, comme je le disais, soit de travailler sur des dioptries, donc notamment ces dioptries que vous voyez ici, peuvent être faites simplement chez l'opticien du coin, j'ai envie de dire, qui pourra vous couper une dioptrie avec plus ou moins de corrections positives ou négatives, et pouvoir vraiment modifier l'image à partir de ça. Et on peut aussi imaginer en simplement c'est radical, mais en coloriant aussi et en faisant des filtres colorés, vous allez vraiment modifier votre image, ou en mettant quelque chose qui est plus polarisé, etc. Donc vous pouvez vraiment personnaliser le rendu de l'image grâce à ces porte-filtres arrière. Et le mieux, c'est de tester, c'est de faire des tests et de se rendre compte un peu des différentes choses que ça implique. D'ailleurs, à titre d'exemple, je vous mettrai le lien vers deux vidéos. Une première, c'est une vidéo qu'ont faite des élèves de Louis Lumière à notre demande, à qui on a donné un peu carte blanche pour tester des filtres qu'ils ont créés eux-mêmes. Et donc vous pourrez voir un peu le rendu de ce que ça donne. C'est assez évident et c'est assez beau à voir, de voir comment on peut transformer une image avec ces filtres. Et une deuxième vidéo plus technique présentée par Art Adams en anglais qui va vous parler notamment des dioptries et des corrections, de ce que ça implique sur la transformation de l'image. Donc je vous invite à voir ça pour vous rendre compte un peu. Mais voilà, c'est une fonctionnalité à ne pas négliger pour ces optiques. Ceci clôt notre présentation sur le large format. Je vous remercie pour votre attention, portez-vous bien et à très bientôt.